Bonjour à toutes et à tous, toujours à Dieppe sur ce plateau PNTV à l'occasion de l'arrivée, le grand final, l'arrivée de la Solitaire du Figaro, et c'est en public et on l'entend avec les applaudissements. Voilà. Merci beaucoup. Le public, bien sûr, j'imagine que le public est là parce que nous proposons de l'information sur cette belle course, mais le public est surtout là parce que nous avons la chance d'avoir peu de temps, très peu de temps après qu'il soit arrivé, la présence d'Éric Perron. Éric Perron qui est l'un des valeureux navigateurs de cette solitaire, et on peut l'applaudir aussi, le public. Bon. On en profite. Sa modestie va en souffrir, mais c'est pas grave. Et puis nous avons, pour commencer ce plateau, Estelle Fouache également avec nous. Estelle, elle est chef de projet Urgo, parce qu'Urgo est le sponsor, hein, c'est la solitaire Urgo Le Figaro. Et intéressant d'ailleurs, parce que Urgo a conçu, en concertation avec les skippers, a conçu une trousse de secours, parce que il nous en parlera peut-être, Eric, juste après quelques belles images, mais on peut se faire beaucoup de bobos aussi à bord, j'imagine, de temps en temps. Mais regardez, des images d'abord pour vous, c'était ce matin, ils arrivaient et on a les premiers visages après l'effort. Retour en plateau, très peu de temps après que ces images aient été tournées, là il y a quoi, à peine, allez on va dire 3 heures à peine, avec Éric Perron. Alors Éric, lui, il est le vainqueur de cette 4e leg, cette 4e étape sur French Touch. Et puis au classement général, il est 8e. Est-ce qu'on peut dire, Éric, que tu es un navigateur qui a été forgé à la mer depuis ton plus jeune âge? Oui, c'est ça, ça fait... un vrai, un dur? Alors dur, je sais pas, mais je navigue depuis que j'ai l'âge de 8 ans, effectivement.
Et puis au fur et à mesure, je crois que je voulais toujours aller plus loin. Et puis le large m'attirait. Donc voilà, vers les 20 ans, je me suis dit tiens, après avoir fait que des tours autour des bouées, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire de la course au large. Alors on le voit parce que évidemment cette caméra te cadre assez serré. On voit à la fois, c'est ce que je disais avant que l'émission ne commence, à la fois un mélange de sentiments. Je ne sais pas Estelle ce que vous en pensez. On voit à la fois bien sûr de la fatigue évidemment, mais on voit aussi une espèce de sérénité qui n'est pas uniquement due à la bonne petite bière consommée avec modération à la sortie du bateau. Non, c'est vrai qu'il y a le sentiment du travail bien fait, avec une victoire sur la dernière étape. Et puis, en gros, voilà, je vais quitter cette solitaire de Urgo-le-Figaro avec en me disant bon ben j'ai tout donné quoi. Donc ça c'est appréciable comme sentiment. Alors j'imagine qu'il y a plein de choses dans la tête, forcément, quand on est vainqueur de la 4e étape. Est-ce que c'est pas un peu mitigé? Est-ce qu'on se rêve pas à se dire j'aurais pu être le gagnant du classement général? Est-ce qu'on se dit pas j'aurais peut-être pu gagner la 3e ou la 2e? Il y a à la fois un mélange de grande satisfaction et puis peut-être un peu de frustration. Oui, effectivement, mais bon, à force d'en faire, on apprend que chaque étape est dissociée. Et donc voilà, on les prend une par une, c'est comme ça. Mais effectivement, de finir sur une 4e étape où en plus il y a un gagnant au général, bon, ça efface un peu le goût de la victoire d'étape, mais bon, je ne veux pas jalouser Johan, hein. Il a très bien fait sur cette solitaire et il est le champion. Johan Richomme, vainqueur, qui arrive premier au classement général. Voilà. Question, Éric Perron, tu as un nombre de 1000 nautiques important au compteur, ouais. Je peux le dire comme ça, notamment un tour du monde en équipage. Oui. Est-ce que quand on a fait un tour du monde avec, j'imagine, l'aventure que ça représente, vraiment les grands espaces, est-ce que cette aventure plus réduite sur un mois avec ces étapes qui se jouent sur un terrain de jeu géographiquement plus serré, comment on trouve le sel? Jeu de mots parce que la mer bien sûr c'est salé. Alors, on se dit est-ce qu'on n'aurait pas envie de faire que des tours du monde? C'est ça ma question. Non, parce que ce qu'on voit là aujourd'hui sur la solitaire Urgo-le-Figaro, c'est une cinquantaine de marins prêts à en découdre, mais à chaque minute pendant quelques jours, donc 3-4 jours, mais c'est chaque minute, il se passe quelque chose. Donc, et c'est ça qu'on vient chercher, c'est la compétition extrême en fait. Oui, qui ne laisse pas le navigateur se reposer un seul instant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça veut dire que sur un tour du monde, on a des moments où on peut prendre un peu son temps, son repos, on peut se relâcher un peu? C'est un autre exercice. Ouais. Mais le tour du monde, en équipage comme je l'ai vécu, c'est exceptionnel aussi. Mais on est tous unanimes pour dire que la régate, la course qui nous plaît, qui nous prend les tripes et qui nous permet de nous sortir, de dépasser nos limites, c'est la solitaire Urgo-le-Figaro. Question Estelle, là on est face à l'homme de l'exploit, un des hommes de l'exploit, et pas seulement des hommes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des hommes sur la solitaire. Question au navigateur? Moi je commence à les connaître un petit peu depuis 4 ans maintenant, puisqu'on était partenaire officiel en 2016 et donc depuis 3 ans partenaire titre sur la solitaire Urgo-le-Figaro. Mais c'est vrai qu'on a toujours des étoiles dans les yeux quand on les voit arriver. On est toujours admiratif à la fois de ces hommes et de ces femmes, parce que c'est un exploit aussi pour ces skippeuses. Non, j'ai pas trop de questions, mais vraiment je les félicite tous parce qu'ils sont vraiment admirables. C'est un exploit ce qu'ils font et ouais, non, c'est vraiment top d'être là. Alors Estelle nous disait quand on les voit arriver, justement, est-ce que vous voulez les voir quand ils arrivent? Oui, et écoutez, on va lancer les images. Regardez, c'était encore une fois il y a à peine 3 heures là dans le port de Dieppe, au cœur du port de Plaisance. Les bateaux sont à peine au quai, sont à peine amarrés. Et on découvre les visages après l'exploit. Regardez. Je trouve celle-là, elle a un vrai goût d'accomplissement parce que je l'amène de bout en bout. Voilà, avec un plateau, je pense, qui est plus relevé que 2016. Et voilà, et puis une équation qui était peut-être un peu plus compliquée, une petite préparation, nouveau bateau et tout. Enfin bon, après ça, c'était pareil pour tout le monde. Mais je pense que j'ai mis 3 ans à réaliser que j'avais gagné la première, donc si tu veux, j'ai dû réaliser hier matin. Donc là, je suis reparti pour 3 ans. Ouais, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que c'est vrai qu'il y en a qui se sont beaucoup embêtés avec les bateaux en début de saison. Je pense que
je l'ai un peu vu. Alors c'est peut-être pas le cas de tous les skippers, mais il y en a qui étaient vraiment plus très frais. Donc c'est vrai que je suis arrivé avec pas mal de fraîcheur sur le dossier. Et puis du coup aussi le fait d'arriver tard, c'est zéro pression, quoi. On peut pas te demander de faire des miracles en demandant des... Voilà. Mais bon, je savais qu'au fond, il n'y avait aucune raison, enfin c'est ce qu'on se disait avec Donat quand on préparait le bateau, quoi. Il n'y avait pas de raison qu'on puisse pas la gagner, quoi. C'était pas possible, quoi. Et on pense plus beaucoup là. Après une étape comme ça, on pense juste que c'est cool de finir sur ce podium. C'est une étape encore aussi dingue que les 3 premières et ce coup-là, je m'en suis bien sorti. Le podium d'étape, c'est top, ouais. Non, c'est cool. Je suis content de finir sur une bonne note. C'était l'objectif annoncé à Roscoff. Ça a été une étape compliquée, avec pas mal de passages à niveau, de rebondissements. Voilà, fallait être opportuniste, notamment la dernière nuit là. Et j'ai réussi. Et puis bon, c'est dommage, hein, je rate le coche sur la fin, mais bon, Eric a attaqué un petit peu et puis il a meilleur passé devant. Donc bravo à lui. Et puis non, finir sur une deuxième place, c'est bien. Je suis content. Moi, je suis super content parce que je suis allé vraiment la chercher et ouais, ça faisait du bien. Il fallait ça pour bien finir sur cette solitaire. Il y a eu plein de coups d'arrêt. Après, ça s'échappe encore. C'était hyper dur pour les nerfs, mais je suis resté calme et puis je me suis dit allez, c'est pas grave. Quand ils étaient repassés devant, j'avais perdu toute mon avance. Bah voilà, je suis allé tranquillement les rechercher et puis au final, petit à petit, c'est revenu et puis là, je croise devant Armel et nickel, quoi. Il n'y avait plus qu'à dérouler. Donc je suis super fier, je suis super content. Première victoire d'étape, donc j'espère que ça va pas s'arrêter là maintenant. Alors, je suis super fier, je suis super content. C'était une belle étape. Alors, question à Éric Perron, on en aurait des milliers, des questions évidemment, mais il faut faire vite parce qu'il faut respecter aussi les moments de repos après l'effort. Je vais utiliser des termes un peu techniques, moi je ne suis pas un voileux, mais on peut rencontrer sur la solitaire du Figaro des phénomènes comme la renverse de courant, des zones sans vent, des transitions, ce que vous appelez de l'air, les orages tout le monde comprend. Qu'est-ce que tu as rencontré sur ces 4 étapes au cours de ce mois qui vient de s'écouler ? C'est simple, hein, tout ce que vous venez de citer. Oui, parce qu'en fait, on a eu un mois de juin très compliqué en termes de météorologie, avec une météo très instable. Donc, tous les phénomènes qu'on peut avoir, orage, justement zone sans vent, sans air, comme on dit, où le courant du coup devient primordial. On a eu tout ça, ce qui faisait que cette édition est particulièrement charmante. Le public qui est là est présent physiquement sur le quai de Dieppe et puis qui nous regarde également sur cette web TV de Paris-Normandie, PNTV, qui n'est pas forcément un pratiquant de la voile, se demande ce qui peut faire la différence quand on sait que la particularité de cette solitaire Urgo Le Figaro, c'est que, bien sûr, tous les bateaux sont les mêmes. C'est le Figaro Beneteau 3. Donc, c'est forcément l'humain, le talent, l'expérience, la vision, la stratégie de la dernière minute. Mais voilà, je donne quelques pistes. Mais qu'est-ce qui fait fondamentalement la différence entre celui qui va arriver premier et celui qui va arriver dernier ? C'est une multitude de petites choses qui font que on va vite, donc on va au bon endroit éventuellement, où on fait la bonne décision, on manipule bien ses voiles, son bateau. Voilà, donc c'est un cumul de tellement de petits détails qui fait que de temps en temps tout se passe bien. Et puis par-dessus ça, vous rajoutez tout ce qui est feeling par rapport aux événements météorologiques ou la tactique par rapport aux adversaires. Voilà, donc c'est un jeu très très complexe qui fait aussi pour le pourquoi on aime ça. Cette quatrième et dernière étape, elle faisait à peu près 500 000 nautiques, à peu près 1 millier de kilomètres. Hein. Elle partait de Roscoff, vous êtes remonté jusqu'à la pointe sud-ouest de l'Angleterre, ensuite reparti de l'est de l'île de Wight, revenu sur l'est du Cotentin. Vous avez traversé donc 2 fois la Manche. Question, traverser 2 fois la Manche sur un axe maritime qui est l'un des plus occupés et fréquentés au monde.
comment on fait pour être sûr de le faire en toute sécurité, avec tout ce qui traverse en navire marchand, tanker, etc. Bon, déjà, on a des dispositifs de positionnement, ce qu'on appelle l'AIS. Les cargos, eux aussi, sont équipés et nous aussi. Donc, c'est-à-dire que les cargos nous voient et nous, on les voit. Ensuite, on est aussi surveillé par l'organisation qui n'hésite pas à appeler un cargo si jamais il y a une route douteuse de collision. Après, en fait, c'est pas comme traverser une autoroute, hein. Il y a quand même un peu de passage, mais on peut choisir, on regarde à droite et à gauche avant de passer. Il y a des espaces pour trouver son chemin. Voilà, il y a de quoi faire. Le problème, c'est quand il n'y a pas de vent et qu'on reste en plein milieu de l'autoroute. La météo, enfin, sur ce mois de compétition, en quoi elle a été votre meilleure amie et en quoi elle a été la plus agaçante? Agaçante parce qu'on ne pouvait pas la prévoir. C'était très dur, même les meilleurs météorologues n'arrêtaient pas de se planter. Et puis au final, c'est mon meilleur ami aussi parce que justement, quand la météo est incertaine, là on utilise des petits stratagèmes qu'on a tous, le feeling, pour essayer de prévoir et faire sa stratégie. C'était ta 8e solitaire du Figaro, Oui. 2019, la 50e édition du nom. Il y aura une 9e? Oui, sûrement. Oui. Oui, c'est évident. Le plus vite possible? Je sais pas, Pas forcément? Pas forcément, mais c'est une course, comme je disais, c'est la course qu'on a tous envie de gagner et puis de faire, parce que elle réunit tellement d'ingrédients que elle est grisante. Merci beaucoup Éric Perron d'avoir accepté de venir là peu de temps encore une fois après l'effort, alors que tout le monde assaille évidemment les marins et les médias en particulier. Et ce vainqueur sur French Touch de la 4e étape, on l'applaudit puisque le public est là. Voilà, on va laisser Éric Perron quitter le plateau. Pendant qu'on regarde un micro-trottoir, le public est là, le public s'émerveille avec beaucoup des yeux d'enfants. Et puis il y a aussi des enfants d'ailleurs parmi le public, vous allez voir. La conclusion d'une belle course, ça a été pour eux, j'imagine, un mois d'effort. Moi je fais un peu de voile, donc j'ai suivi la course depuis le début. C'est la première fois qu'on vient d'ici, on vient de la Belgique. J'ai fait des très jolies photos, c'est beau à voir. Intense, et voilà, il y a un grand vainqueur, il y a beaucoup de déçus, je pense. Elle est passionnante parce qu'ils ont eu des conditions dantesques. Le vainqueur, c'est un très très beau vainqueur. Très, très difficile de faire ça pendant 4 jours, 2 jours. C'est sympa, vu l'arrivée groupée comme ça au loin, un peu dans la brume, c'est extraordinaire. C'est cruel, mais voilà, c'est la vie, c'est le sport. C'est vu le plateau qu'il y a et puis... Extraordinaire quand même, faut le faire. Je suis pas à l'aise, je serais pas à l'aise. Mais non, sinon c'est très bien, c'est très bien. Les voit arriver, ils sont fatigués apparemment. La 3e étape qui a tout chamboulé, très belle course. C'est bien, c'est du sport, et ils sont super, ils sont courageux, puis c'est des jeunes. Et après l'Armada, c'est agréable de voir une autre ligne de bateaux, voilà, sinon c'est très bien, c'est sympathique. Comment tu les trouves les bateaux? C'est bien. Est-ce que tu fais du bateau? Oui, j'ai fait. J'étais dans la rivière où il y avait plein de bateaux et mon papa il est allé sur un autre petit bateau. On s'est promené un petit peu. Sur les quais de Dieppe, toujours pour cette 50e édition de la solitaire du Figaro, le plateau change, Éric Perron nous a quittés et est arrivé à sa place Ludovic Cardonagil. Bonjour, vous êtes le directeur de l'Office de tourisme de Dieppe-Maritime, la communauté d'agglomération, toujours en compagnie de Estelle Fouache. Estelle Fouache, c'est la chef de produit, de Urgo, le sponsor de la course. Alors, vous voyez, Ludovic, vous n'êtes pas simplement que sponsor financeur, vous êtes également sponsor participant, puisque vous avez une innovation qui est directement appréciée par les marins. Expliquez-nous, Estelle. Oui, tout à fait. En fait, quand on est rentré dans ce partenariat, on s'est dit qu'au niveau du groupe Urgo, il fallait qu'on trouve quelle serait notre valeur ajoutée par rapport aux marins, en fait. Qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter et nous, notre savoir-faire. Ne pas seulement être un partenaire afficheur. Exactement. Oui. L'idée, c'est que le groupe Urgo est spécialiste de la cicatrisation avancée et on s'est dit comment on peut les aider, ces marins, dans leur vie de tous les jours et dans leurs conditions difficiles de navigation avec nos savoir-faire. Et de là est arrivée l'idée de cette trousse. Effectivement, il y a 2 ans, on a décidé de travailler en fait avec un skipper qui nous apporte son expertise de marin, un équipementier qui est outillé océan,
Oui. Et on a commencé à développer cette trousse. Donc l'idée en fait c'était de se dire ils n'ont pas à bord de trousse médicale imposée, ils ont une liste de produits obligatoires à bord, mais rien n'est imposé au niveau du contenant. Donc est-ce qu'on peut leur proposer quelque chose d'adapté au bateau, d'adapté à leurs conditions de navigation ? Et c'est ce sur quoi on a travaillé. Donc avec les skippers, pour répondre parfaitement à leurs besoins, est-ce que vous avez des premiers retours de l'utilisation ? Oui, tout à fait. Elle alors était en fait, course, là, pour elle était en course, elle était déjà édition. en course l'année dernière sur la 49e édition. C'était donc une première version de la trousse. On l'a un tout petit peu améliorée cette année parce que justement, on a eu les retours des skippers l'année dernière qui nous ont dit bon, ça serait peut-être bien de le mettre, ça serait peut-être bien de l'enlever. Donc on l'a un petit peu améliorée et on a cette version finale qui a donc été intégrée à la jauge des Figaro Beneteau 3 cette année. Donc elle est présente sur tous les bateaux cette année. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite ? J'imagine que chez vous, je ne sais pas si vous dire les techniciens, les ingénieurs, enfin les gens de recherche planchent déjà peut-être sur quelque chose d'autre qui pourrait améliorer le confort du skipper en course. Ce partenariat est très important pour nous aussi parce que ça nous permet de tester nos produits dans des conditions extrêmes qui sont des conditions de sel, d'humidité, etc. Donc forcément, on a des produits qui s'adaptent très bien à leur vie en mer. On sait qu'ils souffrent de crevasses, etc. Enfin, c'est des petits mots comme ça, mais c'est très important pour eux. Donc forcément, nous, ça nous aide en termes de recherche à aller un petit peu plus loin encore en termes de développement produit. Donc oui, on espère pouvoir avoir encore des solutions plus adaptées pour eux. Ouais. C'est la stratégie de la mise du produit au banc d'essai quand effectivement, ce que vous disiez, votre produit est testé et donne satisfaction dans des conditions extrêmes de compétition, forcément pour le particulier qui va dans sa pharmacie, évidemment, il imagine qu'il va avoir le produit qui lui convient. Tout à fait. Voilà, en tout cas c'est l'histoire d'un partenaire, d'un sponsor, Urgo, qui n'est pas effectivement qu'un sleeping partner, mais qui est un partenaire opérationnel et acteur de la course. Merci beaucoup Estelle d'être passée par le plateau de PNTV et on regarde, applaudissez-la, hein, voilà. Non, il y a quelqu'un qui apprécie la présence d'Estelle, donc il ne faut pas cacher sa joie. Voilà. En tout cas, nous repartons à nouveau avant de nous retrouver avec Ludovic Carnot-Agile, le directeur de l'Office de tourisme de Dieppe-Maritime. Nous repartons avec quelques images en mer qui nous sont fournies par l'organisation de la course de la Solitaire du Figaro. Regardez. Retour plateau, toujours sur les quais de Dieppe pour l'arrivée aujourd'hui des 47 bateaux de cette solitaire Urgo Le Figaro avec une nouvelle visiteuse sur le plateau PNTV. Maude Haribé, vous êtes la responsable des relations locales de EMDT, c'est-à-dire Éolienne en mer Dieppe-Le Tréport. Un sujet qui nous intéresse parce que sujet local, sujet régional. Et puis en plus vous vous connaissez puisque vous êtes Dieppois tous les deux avec Ludovic Cardona. Alors on en vient à vous tout de suite, juste après Maude qu'on ait eu cet échange avec Ludovic Cardona. Gilles, l'office de tourisme de la communauté d'agglomération Dieppe-Maritime, j'imagine, est aux anges en cette semaine ensoleillée où tous les voyants sont dans le vert pour l'arrivée des bateaux. Pour une semaine comme ça d'arrivée, en plus de la 50e édition de la solitaire Urgo Le Figaro, avoir une météo exceptionnelle sans être trop chaude, je tiens à le préciser, hein, parce que dans certaines parties du territoire c'est plus compliqué. Et parce que là sur le plateau c'est un peu plus chaud. Hein sur le plateau on a un petit peu plus chaud. Non, c'est bon, ça ira. Mais effectivement, oui, tous les voyants sont au vert, on est tout à fait confiant pour avoir une très bonne fréquentation cette semaine. Finalement, les Dieppois sont tout à fait stratèges parce qu'ils laissent les Rouennais faire leur armada avec un peu de pluie et puis arrive la finale de la solitaire du Figaro et là c'est Grand Bois Dieppe, très malin, belle stratégie. Malin, mais on travaille quand même en complémentarité forte avec le territoire métropolitain. Alors cet événement, qu'est-ce qu'il apporte d'un point de vue tourisme ? On voit ici le public passer, parfois il se masse là devant le plateau, des Dieppois évidemment, mais j'imagine des visiteurs qui viennent d'ailleurs. Vous comptez bien sûr là-dessus et surtout en plus pour la fin de la semaine, j'imagine samedi et dimanche, une occasion de faire découvrir le territoire. Oui, bien sûr, on envisage la venue de 75 000 à 80 000 personnes sur l'ensemble de la semaine.
Sur ce total, 2 tiers au minimum, si c'est comme d'habitude, seront des touristes hors département de Seine-Maritime. Donc oui, en termes de fréquentation immédiate, on s'attend à un bel événement, notamment au vu de la météo, mais également la solitaire du Figaro, c'est surtout aussi de la notoriété pour la destination diepoise, de par toute la publicité qui peut être faite autour, que ce soit directement par le Figaro ou indirectement par d'autres médias de tout support. Dieppe bénéficie déjà d'une certaine notoriété. Ça veut dire qu'en attraction touristique, quand on fait votre métier, on ne lâche jamais. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais relâcher l'effort. Il faut en permanence avoir des événements comme ça qui attirent et réattirent encore et toujours le public. Oui, c'est un ensemble, c'est du travail continu. La notoriété, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si on ne la travaille pas tout le temps, on peut pas. Les autres la travaillent tout le temps, donc c'est un mode concurrentiel quand même. Et effectivement, dans le cadre de l'augmentation de la notoriété d'une destination, accueillir des événements majeurs est très important. Et en ce qui concerne Dieppe, qui est une station balnéaire qui vit 365 jours par an, des événements nautiques en particulier. Et je dois dire que cette année, au niveau des événements nautiques, Dieppe, cité maritime, on est bien servi, effectivement. Alors donnez-nous envie pour la suite des mois qui se présentent. On n'est qu'en juin. Qu'est-ce que vous allez proposer à la fois aux Dieppois et puis à tous ceux qui aimeraient venir découvrir votre territoire là, au fil des prochains mois? Alors déjà, je vous parlais de Dieppe territoire maritime, donc ça a commencé par l'Hermione mi-mai. Bien sûr, oui. Donc là, nous avons la 50e édition de la solitaire Urgo Le Figaro. Nous avons également eu les championnats de France d'aviron de mer au mois de juin. Pour rester dans les vieux gréments, nous avons le Bélem qui viendra à Dieppe au mois d'août et qui sera visitable pendant 2 jours, les 24 et 25 juin. Et pour finir dans le domaine du nautisme, pour nous cette année, il n'y a pas, en termes de 50e anniversaire, il n'y a pas que la solitaire. Il y a également la foire au hareng et à la coquille Saint-Jacques les 16 et 17 novembre. Alors ça c'est un must. Ça c'est l'événement qu'il ne faut pas rater. Oui, c'est un événement qui est très très fréquenté. On a très traditionnel, très terroir. Oui, et on a la particularité à Dieppe en tant que premier port coquillard de France, que ce soit à la fois au hareng et à la coquille. Et c'est toujours un événement populaire très très fréquenté en ce qui concerne notre destination. 4 ou 5 euros le kilo de coquille Saint-Jacques fraîche, je crois qu'on doit être dans ces prix-là. C'est une affaire. Ça permet de faire de bons repas à des tarifs intéressants. Mais là, il faudra revenir lors de la foire au hareng, puisque là, la saison est terminée. Donc non, mais je parle de cette future foire au hareng à la coquille, bien sûr, au second semestre. Oui. Très bien. Eh bien, Ludovic Cardona-Gilles, merci beaucoup d'être passé. Je voudrais juste rajouter, si vous me permettez, également un autre événement important pour la vie dieppoise cette année. L'association Oxfam France organise depuis une dizaine d'années à Avallon un trail walker solidaire. Et ils ont souhaité le développer également dans une station balnéaire, donc Dieppe a été retenu. Et donc les 14 et 15 septembre prochains, nous recevrons ce trail walker par équipe de 4 où il faut marcher pendant 100 km, tous les 4, chacun, c'est pas un relais, et obtenir des dons pour l'association. Merci d'être venu nous parler de l'ensemble de ces événements qui contribuent à l'attractivité de votre territoire et qui nous permettent d'avoir des idées aussi, si jamais on en manquait, pour le découvrir et le redécouvrir à nouveau. Et puis vous voyez, on est face au port de Plaisance, il n'y a qu'à tourner la tête et on voit tous ces bateaux qui sont arrivés, tous ces pavois. Je vous laisse regarder quelques secondes les belles images qu'on a avec ce studio vue sur port.
Sur la mer, il y a des bateaux qui se tirent la bourre, entre guillemets, mais il y a aussi des éoliennes qui peuvent apparaître. Et ce fameux dossier du champ d'éoliennes Dieppe-le-Tréport, dont on parle d'ailleurs depuis plusieurs années, eh bien on va en dire 2 mots d'actualité aujourd'hui avec Maud Haribé, qui est la responsable relations locales de EMDT, Éoliennes en mer Dieppe-le-Tréport. Alors ça y est, on s'achemine, j'ai envie de vous dire, enfin, sans prendre parti d'ailleurs, en constatant factuellement que le dossier est en cours depuis un certain temps, on s'achemine enfin vers une possible réalisation prochaine de ce champ d'éoliennes. Tout à fait. Après 5 ans d'études et de concertation, nous avons enfin obtenu les autorisations administratives pour commencer le projet. Donc nous sommes passés de la phase de développement du projet à la phase de préparation de la construction. Donc c'est un projet qui devrait voir le jour, qui devrait être mis en exploitation à partir de 2023 avec un début de construction en 2021. Alors, la structure, l'actionnaire majoritaire, on le rappelle, c'est Engie, qui est à la tête d'un consortium d'entreprises. Donnez-nous peut-être quelques éléments d'appréciation, quelques chiffres, à quelle distance de Dieppe-du-Tréport, combien d'éoliennes, pour qu'on puisse, si on avait oublié ces données, se les remettre en mémoire. Alors nous allons construire un parc éolien qui comportera 62 éoliennes de 8 MW. Donc ça correspond à la consommation annuelle de 850 000 personnes, chauffage inclus. C'est un parc qui est à 15 km du Tréport et à 17 km de Dieppe. Et donc ce seront des éoliennes Siemens Gamesa qui seront installées, sachant qu'elles seront construites dans des usines au Havre. Alors comme on l'a dit, ça veut dire que quand on se trouve sur la plage, en bordure de littoral, et qu'on regarde vers le large, on voit quelque chose qui ressemble à une petite allumette ou c'est ce que j'ai déjà entendu dire. La meilleure façon pour vous de vous faire une idée de ce à quoi ça ressemblera, c'est soit de venir nous voir sur notre stand, parce que nous avons des photomontages à disposition, soit de vous rendre sur le site internet du projet, sur lequel nous avons des vidéomontages. Donc on voit les éoliennes depuis plusieurs points du littoral, voilà, avec les éoliennes en mouvement. Donc ça donne une assez bonne représentation de ce à quoi ça ressemblera. On imagine aisément qu'effectivement on est là dans les énergies du futur, mais est-ce que la rentabilité de haute qualité est bien au rendez-vous? On entend des choses diverses et variées qui se disent sur les éoliennes. Alors effectivement, des éoliennes installées en mer, ça produit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de vent. On peut le constater aujourd'hui d'ailleurs à Dieppe. C'est également peut-être pour ça que l'arrivée de la solitaire du Figaro se fait ici. On est sur un taux de rendement de 40%, c'est-à-dire que si on ramène la production totale de chaque éolienne à 100%, elles produiront 40% du temps. Elles produiront en fait 90% du temps, mais pas forcément à pleine puissance. Donc c'est quelque chose qui est très qui est intéressant, notamment vis-à-vis de l'éolien terrestre, qui a des chiffres un peu moins importants. Ludovic, l'homme de l'office de tourisme local qui est resté avec nous, qu'est-ce qu'on en pense vu du littoral, vu de la ville, vu de son attractivité? C'est vrai que bon, l'éolien, on est pour parce que ce sont les énergies du futur, puis quelquefois il y a eu des sujets un peu polémiques s'agissant, alors les pêcheurs bien sûr, mais aussi quelquefois s'agissant de l'esthétique du paysage. Qu'est-ce qu'on en dit à Dieppe? Alors, bon, déjà nous on est en relation avec Maud depuis plusieurs années maintenant, je crois que ça fait au moins 4 ans qu'on s'est vu la première fois. Dès la première fois, moi je vais en rester sur le sujet qui m'intéresse le plus, le tourisme en l'occurrence, et effectivement on a réfléchi à certaines possibilités, notamment pendant le chantier, de faire des balades en mer pour aller visiter le chantier en cours, etc. Et puis après, à l'issue des travaux, quand le parc sera en route, à voir comment on pourra exploiter ce qui se passera en dessous. Et d'un point de vue touristique aussi, c'est ça que vous nous dites, c'est-à-dire que ça pourrait s'inscrire un peu dans le cadre de ce qu'on appelle du tourisme industriel aussi, associé à une forme de tourisme nautique, c'est-à-dire quelque chose d'original? En tout cas, moi, pour l'instant, à mon sens, c'est la meilleure chose à mettre en place. On commence ici à Dieppe les visites industrielles cette année avec Toshiba et le ferry notamment dans un premier temps. Et c'est pour ça qu'on a envisagé avec Maud pourquoi pas effectivement de mettre en place des balades en mer pendant les travaux. Et encore une fois, à l'issue des travaux, là, c'est encore à définir. Les champs d'éoliennes ont de belles années devant eux? Nous l'espérons en tout cas.
Ça semble être ce vers quoi on va, hein, puisque l'État est en pourparlers pour lancer un 4e appel d'offres au large de la Normandie. Donc nous l'espérons. Enfin, ici, il y a toujours du vent. Oui. Ça nous rappelle d'ailleurs un beau festival qui a lieu à Dieppe. Je vous laisse en dire 2 mots. Oui, alors le Festival des Cerfs-Volants, bah oui. Bien que pas la dernière édition, mais celle d'avant, le jour de l'inauguration, je crois que c'était la première fois qu'il n'y avait pas de vent. Mais ça reste vraiment exceptionnel, effectivement. On évoquait tout à l'heure la foire au hareng et à la coquille, qui est notre manifestation annuelle, mais la principale manifestation qui fait connaître Dieppe à l'international, c'est le Festival international des Cerfs-Volants, qui a lieu chaque année paire, la 2e quinzaine de septembre, durant 10 jours sur les pelouses du front de mer. Vous voyez que vous vous rejoignez là pour la conclusion de cette émission, puisque vous êtes dans le même genre d'activité, des activités tous les deux qui ont besoin de vent. Bon, pour les éoliennes et pour les cerfs-volants. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis pour cette 2e journée ici au cœur de l'événement, l'arrivée, le grand final de la 50e édition de la course Urgo en solitaire Le Figaro. Les bateaux sont là et nous on n'a pas fini de vous faire rencontrer des skippers. Là ils sont partis se reposer un peu, mais nous serons là demain jeudi et ici même à vos places, eh bien, nous aurons à nouveau de beaux navigateurs à qui on posera 1000 questions qui nous intéressent. Bonne soirée, à demain.